Tout de suite, c'est l'heure de l'invité de Paris Direct. Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, François Molins. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Jeune retraité, procureur général honoraire près la Cour de cassation. Vous êtes, dit-on, le magistrat le plus connu de France. Vous êtes entré dans nos vies lors de l'année noire de 2015. On va y revenir. 46 ans au service de la justice française. Que vous racontez dans ces mémoires qui viennent de sortir chez Flammarion au nom du peuple français que vous avez coécrit avec Chloé Trion. Un peuple auquel vous confiez, François Molins, votre inquiétude au moment où vous quittez cette institution. Inquiétude face à la place de la justice aujourd'hui. Une inquiétude née d'une apparente contradiction, alors qu'en 46 ans, vous avez vu cette justice professionnalisée devenir de plus en plus exigeante avec elle-même. Vous constatez que pour une large majorité de Français, qui d'ailleurs connaissent assez mal le fonctionnement de la justice, elle est trop lente, trop complexe, trop laxiste. Ils le disent, écrivez-vous, à juste titre. Oui, enfin, à juste titre, oui, sauf pour le laxisme, parce que je ne pense pas que la justice soit laxiste, comme on dit. Je vous cite. Les prisons françaises n'ont jamais été aussi pleines. Les peines prononcées en général sont plus sévères qu'il y a quelques années dans la moyenne. Le mal dont on souffre surtout, c'est qu'elles sont mises à exécution beaucoup trop tard. Et qu'en étant mises en exécution trop tard, elles perdent en exemplarité. Et ça, je pense que ça a des effets forcément nocifs en termes de prévention de la récidive. Trop lente. Trop lente aussi, bien sûr. Après, la justice, effectivement, est trop lente. Les délais de jugement et les délais de procédure sont trop longs. Elle est peu accessible. Elle est complexe. Elle n'est pas facile à comprendre. Mais c'est aussi un des buts du livre, d'essayer de vulgariser les choses le plus possible pour faire comprendre en réalité à nos concitoyens comment ça se passe et qui fait quoi en réalité. C'est un peu tout ça, l'inquiétude. Et puis inquiétude aussi parce que je pense que notre pays a besoin d'une justice forte et indépendante qui garantisse les droits et les liberté. Et en termes d'indépendance, on attend toujours le renforcement depuis 30 ans des garanties statutaires du parquet avec un statut dont la réforme nous est promis et qui, 30 ans après, n'est toujours pas là. À ce propos, faut-il le rappeler, en France, les magistrats du parquet sont nommés par le pouvoir. Ils sont placés sous l'autorité du ministre de la Justice. Un cordon ombilical qui fait penser encore à certains politiques de tous bords. Rappelez-vous que la justice, parfois, devrait pouvoir se maîtriser ou se museler. Oui, on a parfois le sentiment que certains hommes politiques croient que les procureurs qu'ils ont nommés sont là pour les protéger et étouffer les affaires. Ce n'est pas du tout le cas. Un procureur, ça a une éthique, c'est là pour appliquer la loi et c'est là pour constater les infractions et les poursuivre si elles sont constituées. Donc effectivement, le procureur, en fait, n'est pas complètement indépendant. Il ne peut pas l'être. Il ne peut pas être indépendant dans le volet politique pénal parce qu'effectivement, vous l'avez rappelé, il est subordonné à l'autorité du garde des Sceaux, et c'est bien, c'est normal, parce que dans ce cadre, il doit exécuter les directives de politique pénale du gouvernement. Mais dans le cadre du traitement des affaires individuelles, c'est vraiment la casquette magistrat qui prend le dessus. Là, il est indépendant. Le pouvoir politique n'a plus le droit de lui donner des instructions depuis 10 ans. C'est la loi Taubira du 25 juillet 2013. Et c'est dans ce volet-là qu'il faut effectivement renforcer les garanties de nomination. En votre qualité de procureur général près la Cour de cassation, vous avez déclenché les poursuites à l'encontre de l'actuel ministre de la Justice, votre ancien ministre de tutelle, Éric Dupond-Moretti, finalement relaxé par la Cour de justice de la République, des faits de prise illégale d'intérêt qui lui étaient reprochés. Il vous a accusé à ce moment-là de lui avoir, je cite, savonné la planche. Aucun regret ? Moi, je n'ai pas de regret, comme je dis, j'ai fait mon job, j'ai fait mon travail. Si j'ai poursuivi, c'est parce que j'étais obligé de le faire. Je rappelle que la commission des requêtes de la Cour de justice de la République avait donné un avis favorable et que cet avis favorable m'obligeait à engager les poursuites. N'importe quel procureur général, à ma place, aurait fait comme moi. Il n'y avait pas de vendetta personnelle. Non, parce que la loi l'y obligeait. Après, la décision a été rendue, c'est un verdict d'innocence. Tout ça, en réalité, attire l'attention sur la nécessité de réformer cette institution qu'est la Cour de justice de la République. Réforme qui est d'autant plus nécessaire que, je le rappelle, l'actuel président de la République et le gouvernement avaient porté une réforme en ce sens en 2017 pour la réformer et la supprimer. Donc c'est quand même que ces défauts étaient apparus suffisamment importants pour justifier le dépôt d'un projet de réforme. Réforme enterrée aujourd'hui. On n'en parle plus.
Dans ces mémoires, vous balayez 46 ans de carrière, difficile de les résumer en quelques minutes, de la catastrophe de Furiani pendant vos années corse, en passant par les affaires politico-financières, dont l'affaire Cahuzac notamment, aux années sombres du terrorisme. Vous avez travaillé en première ligne sur les événements les plus marquants de ces 5 dernières décennies. Est-ce qu'il y a une affaire qui vous habite aujourd'hui plus que les autres ? Alors je ne veux pas faire de hiérarchie entre les dossiers parce que j'ai vu des choses assez horribles, mais on va dire, c'est le plus marquant quand même. Je pense que ça va rester les attentats de masse terroristes qu'on a connus au cours effectivement de ces années, parce qu'ils avaient atteint un tel degré d'intensité et fait tellement de victimes que c'est des choses, moi personnellement, que j'oublierai jamais. Et j'oublierai jamais les choses que j'ai vues, quoi. Vous êtes parmi les premiers à être entré dans les locaux de Charlie Hebdo en janvier 2015, au Bataclan, dans la fosse. Vous racontez dans ce livre que vous êtes entré 3 fois dans la fosse. Tant, quoi, la sidération ? Oui. Puis je me suis beaucoup demandé pourquoi j'étais rentré 3 fois. Je pense qu'en réalité, j'étais dans une attitude de refus et de déni. Je pense que dans mon fort intérieur, je refuse de croire à ce que je vois. Je pense que c'est pour ça que j'y reviens 2 fois de plus. Malheureusement, c'était bien réel. C'est à ce moment-là que vous êtes entré dans la vie des Français, dans les foyers des Français, dans leur intimité. En 2015, cette année-là, Charlie Hebdo, le Bataclan et après la spirale infernale des années qui ont suivi, on n'oublie pas l'attentat de Nice, bien sûr. Vous teniez à ce moment-là très régulièrement des points presse dans lesquels vous racontiez les enquêtes quasiment en temps réel. La justice en train de se faire. Pour des millions de Français, vous étiez comme un phare dans la nuit. Il faut le dire les choses telles qu'elles sont. On est très nombreux à ces moments-là et s'être arrêtés pour vous écouter. Qu'est-ce qui s'est joué selon vous à ce moment-là ? Mais ça participe de ce que vous évoquiez tout à l'heure. Je pense qu'il s'est passé quelque chose à notre corps défendant au parquet, où on s'est trouvé en charge d'une mission qui était essentielle. C'était d'informer nos concitoyens de ce qui se passait, en délivrant une parole qui soit claire, qui soit neutre, qui soit objective, qui soit précise, qui soit rigoureuse. Derrière laquelle il y avait beaucoup d'émotions, même si elles ne se voyaient pas forcément dans le phrasé des conférences de presse que je faisais. Et je pense que c'est bien, parce que ce type de communication, parce que d'une part, ça contribue à, on l'a vu, on nous l'a dit souvent, à rassurer, en informant, à rassurer. Alors que vous disiez des choses terribles en réalité. Oui, mais par rapport aussi à ce que vous disiez il y a quelques instants, par rapport au sentiment des Français par rapport à la justice, ce type de communication, je pense, peut favoriser et renforcer la confiance des concitoyens dans la justice. Et ça me paraît intéressant dans notre démocratie. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, on résiste et à la pression que vous subissez et à la peur? Vous avez dit qu'à ce moment-là, vous aviez peur qu'on rentre dans une spirale qui ne s'arrête jamais, et à l'émotion, justement. Est-ce que c'est la conviction que ce qui nous sauvera tous, d'une certaine façon, c'est le droit, c'est la rigueur, c'est l'état de droit face au chaos? Bien sûr, c'est l'état de droit, parce qu'effectivement, il a fonctionné, et chaque acteur, qui soit de la justice, de la police, ou de la police judiciaire ou des services de renseignement, a, je pense, fait son travail et bien fait son travail. Et puis, il y a aussi peut-être, je pense que dans des situations comme ça, quand on est dans ces services répressifs, où on est là pour protéger l'État, on a une telle conscience du danger et de sa mission que finalement, ça vous transcende quelque part, et que vous pouvez devenir capable de faire des choses que vous n'auriez jamais imaginé faire, ne serait-ce qu'en termes de résistance à la pression, de résistance à la fatigue. Et puis, il y a une dernière chose qui permet de tenir aussi, je dis toujours, c'est le courage collectif, parce que moi, je n'étais pas tout seul. Chef de la police, n'était pas tout seul, il y a des équipes. Et ce fonctionnement collectif donne un courage qui renforce quand même l'ardeur et la ténacité de chaque personne. Et vous rendez hommage d'ailleurs dans ce livre au policier de la BAC, qui est entré le premier au Bataclan. Vous avez été pendant 5 ans, avant ces années de terrorisme en France, procureur de la République de Bobigny. C'est le 2e parquet de France. Vous y retenez, entre autres choses, votre travail sur les violences faites aux femmes. C'est à vous que l'on doit le téléphone grave danger, qu'aujourd'hui est généralisé, mais qui avait été testé à l'époque. Et Ernestine René. Et qui avait été testé à l'époque à Bobigny. Le mouvement MeToo a ébranlé la justice en la mettant face à son impuissance sur ces questions. L'immense majorité, on le rappelle, et vous le rappelez dans le livre, des plaintes pour violences sexuelles sont aujourd'hui classées sans suite, plus de 70%.
Vous vous inquiétez dans le livre sur, je vous cite, le tribunal médiatique et populaire qui fout le pied sur ces questions, la présomption d'innocence. Qu'est-ce que vous répondez, vous, François Molins, aux victimes qui pensent au contraire, et je pense à l'affaire PPDA notamment, que sans la presse, sans une certaine presse, et sans l'écho que la presse a donné à ces témoignages, la justice, en réalité, n'aurait jamais suivi. Mais moi, je suis le premier à reconnaître les effets positifs de MeToo et de tous ces mouvements sur la libération de la parole des femmes. Hein. C'est quelque chose, moi, dont, à titre personnel, je me félicite parce que elles ont bien fait. Et c'est pas forcément contradictoire. C'est seulement dans les enceintes judiciaires que doit se décider la culpabilité ou l'innocence de quelqu'un qui est accusé de tel crime et de viol ou délit, agression sexuelle. Pour autant, la présomption d'innocence, pour reprendre une expression qui a été employée par d'autres, n'est pas un totem d'impunité et un totem d'immunité. Et la présomption d'innocence ne doit pas constituer, doit pas se traduire par du mépris ou du déni de la parole des femmes. L'enjeu, c'est d'arriver à concilier les deux. C'est la théorie, mais comment on fait concrètement quand on a été victime soi-même, qu'on a quelque chose à dire à l'égard notamment d'un homme puissant. Il faut le dire. Que la justice, parfois, classe sans suite. Parce que et vous le reconnaissez vous-même, ce sont les dossiers encore une fois, quand la justice classe, ça ne veut pas dire que la victime n'a pas été victime de ce qu'elle a dénoncé. Ça veut dire qu'on n'a pas pu rassembler suffisamment de preuves permettant de poursuivre l'auteur. Vous voyez la petite nuance. Après, la presse, je vous rejoins tout à fait, elle fait son travail, heureusement qu'elle est là. Simplement, il faut prendre des précautions de langage à la façon de présenter les dossiers et respecter effectivement ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a que dans une enceinte judiciaire que peut se décider la culpabilité ou l'innocence d'une personne qui est mise en cause. Par contre, il n'y a pas que le terrain judiciaire. Hein. Moi, je conçois tout à fait que sur un terrain éthique, moral, déontologique, notamment dans les milieux du cinéma, on tire les conséquences de l'avalanche des plaintes qui sont dénoncées contre les uns et contre les autres. Mais c'est un autre problème. C'est un autre problème. Je pense que dans le monde dans lequel on vit, les gens du spectacle ont un public. L'image de quelqu'un de très connu peut tout à fait être faussée par un certain nombre de choses. Moi, j'avoue qu'il y a à titre personnel, il y a des gens, je ne veux pas nommer, mais compte tenu de tout ce que j'entends, j'avoue que je n'irai pas regarder avec plaisir ce qu'ils ont tourné. Gérard Depardieu, par exemple. La France a perdu récemment un grand homme de justice, François Molins, Robert Badinter bien sûr. Vous avez dit à propos de sa disparition que c'était une conscience, l'une des dernières consciences qui disparaissait. C'est triste une société qui perd l'une de ses dernières consciences. Qu'est-ce qui reste après ? J'espère qu'il y en aura d'autres d'abord, mais c'est vrai qu'effectivement, dans le paysage aujourd'hui, pour moi, c'était effectivement la conscience qui était toujours là pour rappeler les grands principes, pour participer à leur respect et qui défendait aussi l'institution judiciaire. Je me souviens notamment de cette intervention qu'il avait faite, qui avait été largement diffusée sur Internet et sur les médias, dans laquelle il disait que ça suffit, il fallait arrêter la justice, parce que la justice, elle faisait tout ce qu'elle pouvait avec les moyens qu'elle avait. Vous avez beaucoup sacrifié pour ce métier, y compris votre vie personnelle. Vous le racontez dans votre livre. Vous parlez de vos enfants, de votre femme. Vous faites partie d'une génération qui avait un rapport au travail peut-être plus sacerdotal que les générations d'aujourd'hui. Ça valait la peine ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Pas de regret ? Je pense que mes enfants m'en veulent pas trop, mon épouse non plus, donc pour le moment ça va. Et vous restez un retraité actif. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Merci. François Molins, au nom du peuple français, mémoire chez Flammarion, elles viennent de sortir, c'est passionnant. Merci encore. Merci. On se retrouve juste après la pause avec Damien Coquet. À tout de suite.